Donc, pour le séminaire, c'est Bruno Loureiro qui nous fera la présentation. Bruno est un chercheur au CNRS, a beaucoup travaillé donc lui aussi sur ces interfaces entre physique statistique et machine learning, mais un peu plus dans les détails spécifiques des réseaux de neurones. Et il va nous donner un panorama de tout ça. Donc, merci beaucoup, Bruno, pour cette présentation. Voilà, aujourd'hui, dans ce lieu emblématique de la recherche et l'enseignement en France. Je vais essayer de parler français. Je m'excuse déjà si je sors des mots un peu bizarres ou parfois je passe un peu à l'anglais, parce que je ne suis pas très habitué, mais je vais faire l'effort quand même. Les buts de cet exposé, c'est d'abord de faire un aperçu historique de connexion entre la physique statistique et l'apprentissage, avec en particulier en tête les réseaux de neurones. Et aussi passer aussi à des développements plus récents, des compréhensions plus récentes qu'on a eues dans ces dernières années. Bien sûr, ça c'est un sujet vaste et je ne vais pas pouvoir couvrir tout ce que je voulais, mais au moins laisser un peu un goût pour les intéressés, de pouvoir après chercher soit dans les séminaires à venir, soit dans les cours ou au-delà. Alors, je voulais commencer par vous montrer un extrait d'un papier. Peut-être certains d'entre vous connaissez ces papiers déjà, mais pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un papier très intéressant où l'auteur pose 3 questions qui croient être les questions les plus fondamentales à répondre par une théorie du machine learning. Bon, là, la première question, c'est pourquoi les réseaux surparamétrisés n'overfitent pas les données, même si on considère aujourd'hui des réseaux qui sont énormes, avec des billions de paramètres, pourquoi on n'a pas le phénomène d'overfitting qu'on apprend en statistique? Quel est le numéro effectif des paramètres pour décrire un certain problème? C'est-à-dire, on sait que les données, comme Stéphane a bien parlé dans son premier cours, on sait que les données sont structurées. Alors, on sait que l'apprentissage est possible à cause de ça. Et alors, combien de paramètres, effectivement, on a besoin pour décrire les structures de données? Et finalement, une question qui concerne les algorithmes qu'on utilise pour entraîner les réseaux, qui c'est pourquoi ces algorithmes, normalement des algorithmes de descente, comme des descentes stochastiques ou des descentes simplement, gradient descent, pourquoi, même si ces problèmes sont des problèmes énormément non convexes, comme bon, Giulio a aussi parlé dans son exposé, pourquoi ces algorithmes de descente n'arrivent pas à des points associés à des généralisations mauvaises? Pourquoi il semble que normalement, on arrive bien à entraîner, tout se passe bien, et on arrive à des réseaux qui ont des généralisations, qui apprennent quelque chose? Alors, ces 3 questions sont des questions très fondamentales dans la théorie de machine learning. Et c'est que c'est, pour ceux qui ne connaissent pas ces papiers, c'est que c'est très surprenant, c'est que ces questions ont été posées en 1995 par un statisticien appelé Leo Breiman. C'est un des pères de la statistique moderne. C'est lui qui a introduit, par exemple, les random forests, des méthodes des bagging, et entre autres. Et c'est que c'est choquant, c'est que Breiman s'est demandé ces questions en 1995, bien avant ce qu'on appelle la révolution big data de machine learning qui s'est passée il y a 15 ans, plus ou moins. Ce que j'aime bien aussi dans ces papiers, ce n'est pas seulement les côtés visionnaires des Breiman, c'est aussi qu'au-delà des questions qu'il pose, il propose aussi un parcours pour essayer de répondre à ces questions. Et ce parcours est basé sur l'idée qu'il appelle Inquire, qui c'est Sensible and Intelligent Efforts to Understand What is Going On. For example. Et là, il liste Mathematical Heuristics, Simplified Analogies, Simulations, Comparisons of Methodologies, Devising New Tools, Theorems where useful, and Shunning Panaceas. Alors, ce que Breiman est en train de dire, c'est que dans ces papiers, en fait, c'est un papier qui a été écrit après qu'il a été référé pour une des plus grandes conférences de machine learning, qui s'appelait à l'époque NIPS, aujourd'hui c'est NeurIPS. Et il se demandait qu'il avait beaucoup de théorèmes, il avait beaucoup de résultats qui
qui amenait à des situations pas très réalistiques. Il disait peut-être il faut arrêter d'essayer de prouver tous les résultats qu'on veut, et plutôt penser à comprendre des systèmes d'un point de vue un peu plus heuristique parfois. Et ce que j'aime bien, c'est que voilà, si vous avez fait un cours de physique déjà dans votre parcours académique, vous savez très bien que ça ressemble beaucoup à la physique. En physique, normalement, on n'a pas beaucoup de garanties rigoureuses, parce que le but de la physique, ce n'est pas de prouver des théorèmes. La nature n'est pas décrite par des théorèmes, mais par des théories qui évoluent et qui sont vérifiées par des expériments. Et dans le contexte du machine learning, des expériments, ce sont des simulations. Ce sont parfois des théories où on n'arrive pas à prouver, mais on arrive quand même à décrire les systèmes par des méthodes heuristiques. Alors j'aime bien cette idée parce que lui, il était statisticien. Il advoguait, il mettait en avant ces idées du lien entre la physique et l'apprentissage déjà en son temps. Mais bien sûr, Breiman n'était pas les premiers non plus à penser à cette connexion. En fait, la connexion entre la physique statistique et l'apprentissage date d'avant. Notamment, ça vient des travaux pionniers de Rob Feud sur des réseaux biologiques, des réseaux de neurones biologiques, c'est ce qu'on appelle les Rob Feud models, c'est un modèle pour la mémoire associative. Et ensuite, les travaux des physiciens statistiques à essayer de comprendre ces réseaux biologiques, ce qui a amené aux travaux pionniers de Gardner et Bernard Derrida. Et d'ailleurs, je suis très content de parler de cela ici, parce que Bernard Derrida est professeur ici au collège et est à la chaire de la physique statistique ici au collège. Et alors, avec Gardner, ils ont transposé ces idées qui ont été appliquées pour des réseaux biologiques à des réseaux artificiels. Et ça, c'était les travaux pionniers qui ont fondé cette connexion entre la physique statistique et l'apprentissage. Alors, bien sûr, les physiciens aiment beaucoup les problèmes durs. Et une fois que cette connexion a été posée par eux, il y a eu des tonnes et des tonnes de travaux qui ont suivi depuis les années 80 jusqu'à nos jours. Alors, on a vraiment une continuité des travaux depuis les années 80 jusqu'à nos jours qui travaillent sur cette connexion. Et je voulais, sur cela, vous montrer ces deux images. À la droite, c'est les programmes de l'école de physique des Ouches dans les années 95, où on voyait bien les participants à l'époque. On avait Ian Lequin, qui vous connaissez probablement, dans les mêmes conférences, en train de partager les idées avec des physiciens comme Marc Mézard, qui vous auriez, je pense, peut-être dans les prochains séminaires ou dans les séminaires à suivre, mais aussi des physiciens comme Vera Soro et Rob Feud, qui étaient là aussi dans cette conférence. Alors, les physiciens statisticiens, ils n'étaient pas seulement en train d'étudier ces problèmes dans leur coin, mais aussi ils étaient en communication permanente avec la communauté de l'apprentissage à l'époque. Et dans ce tweet qui a été posté par Ian Lequin dans l'école de Cargès, qui a été organisée en 2018 sur cette connexion entre la physique statistique et l'apprentissage, lui disait justement, parlait de cette longue histoire, et disait qu'à cette époque, dans les années 80, les physiciens étaient un des peu communautés à prendre au sérieux les réseaux de neurones, vouloir les étudier comme un système qui les intéressait à l'époque où peut-être pas trop de monde croyait à leur développement pratique. Alors voilà, je voulais vous parler un peu de ça parce qu'aujourd'hui, parfois, quand on envoie des papiers de physique à des conférences de machine learning, les gens plus jeunes, les référés plus jeunes, trouvent ça parfois un peu exotique, mais les physiciens étaient là depuis les débuts à publier ensemble avec les pionniers des réseaux de neurones. Et cela se continue, il y a une continuité jusqu'à nos jours. Et c'est de cela que je vais vous parler aujourd'hui. Alors, revenons un peu aux travaux de Gardner et Bernard Derrida. Alors, dans ces papiers, qui c'est un des papiers fondamentaux qui a posé cette connexion, ce qu'ils font, c'est étudier les numéros des données qu'ils appellent P. Alors moi, je vais diverger un peu de leur notation parce que
Je vais utiliser un peu une notation plus machine learning, plus statistique. Alors je vais appeler le numéro de données n, mais eux, ils appelaient p. Et je vais appeler la dimension de l'espace des d. Eux, ils appelaient grand n. Alors, ce qu'ils voulaient calculer, c'est combien de données un réseau aléatoire. Alors, combien de données aléatoires un réseau peut je ne sais pas comment dire ça, store. Alors, étant donné une base de données x mu, y mu, avec n points, on veut savoir si on peut séparer, combien n doit être pour qu'on puisse plus séparer ces données. Alors par exemple, là je vous montre un exemple, on est à dimension 2 sur les plans où je peux dessiner, et j'ai 2 points. Alors 2 points, je peux toujours séparer par trouver une ligne qui les sépare. Si j'ai 3 points, là aussi, je peux trouver une séparation. Par contre, si je commence à avoir 4 points, en dépendant de la configuration particulière de ces points, peut-être, et là c'est la configuration XOR, je ne peux pas forcément parfois trouver une séparation entre les deux. Et dans ces cas, on peut calculer que alpha c, alors la capacité critique, c'est 2. Bien sûr, là c'est une illustration en 2 dimensions. Par contre, les résultats est non asymptotiques dans les limites où d tend vers l'infini. Et on peut montrer que la capacité, c'est 2 dans ces cas. Et cela généralise en fait en travaux, en combinatoire géométrique par Thomas Cover, qui a calculé cela dans, dans un contexte de données aléatoires. Et eux, ils ont généralisé pour des systèmes où on peut avoir une marge, mais aussi on peut avoir des poids qui sont contraints, par exemple, à être binaires. Alors, comment ils ont fait ça? C'est là, je ne vais pas passer trop de temps parce que vous avez vu cela avec Giulio la semaine dernière. C'est que je vais définir une fonction de coût. Alors, la fonction de coût, je vais payer un prix à chaque fois que j'ai des données qui sont mal classifiées. Et du coup, dans ces cas, je vais définir une distribution de probabilité sur les poids. Ça va être une distribution du type des Gibbs. Alors, ma fonction de coût va être vue du point de vue de la physique comme un hamiltonien. Et du coup, cela va faire un map entre ces problèmes et un problème de satisfaction des constantes, où chaque point, c'est un nouveau constante. Et là, je dois trouver des configurations qui satisfassent les plus des constantes possibles. Je vais introduire une température, mais éventuellement, je veux envoyer cette température à 0 pour que toutes les constantes soient satisfaites. Et du coup, je vais pouvoir calculer la dimension ou la capacité critique du réseau. Et si on regarde un peu ces résultats, ce qu'on a là, c'est un plot qui apparaît dans leur papier. Pour les cas où les poids de ces réseaux qui, eux, j'ai oublié de dire, eux, ils appelaient ça les perceptrons, mais dans un langage plus moderne, on peut dire un réseau à une couche. C'est une manière un peu exagérée de dire, mais voilà. Et là, dans ces cas, c'est où les poids du perceptron sont contraints à avoir une norme fixe. Alors, ils sont dans les sphères. Et ils ont calculé la capacité critique pour des différents niveaux de marge. Alors, les résultats de Cover, c'est kappa égale à 0. Mais là, on a d'autres marges. Et aussi, ils ont calculé sur ces papiers, je n'ai pas les plots ici, mais ils ont aussi calculé dans des cas où les poids, par exemple, sont contraints à être binaires. Par exemple, disons qu'on veut mettre les poids dans l'ordinateur, alors on a des bits et on peut penser que les poids sont discrets, et alors on peut avoir les mêmes problèmes dans les cas où les poids sont constants. Voilà, alors ça c'était, disons, un des premiers papiers qui a fait cette connexion. Et vous pouvez me demander maintenant à quoi ça sert, pourquoi, ça c'est intéressant, pourquoi je veux savoir combien de patterns un réseau peut storer. Alors, il y a des connexions, qui sont des connexions très profondes entre la capacité d'un réseau et ce qu'on appelle la complexité des Rademacher, alors, qui est un concept très utilisé dans la Classical Statistical Learning Theory, dans la théorie de l'apprentissage classique, et où notamment on a des théorèmes qui sont comme ça. Ici, je mets pour les cas de la classification binaire, qui est le cas qui a été étudié par Gardner et Derrida. Par contre, ça se généralise pour de la régression, pour plusieurs classes. Et ce que ce genre de théorème te dit, c'est que la différence entre les risques
les risques de généralisation, la population risk, et les risques empiriques, c'est l'erreur qu'on fait quand on classifie sur les données, moins c'est l'erreur qu'on fait quand on classifie en généralisation. C'est borné par cette complexité de Rademacher qui est là, plus log de 1 sur delta sur n. Et alors, cette complexité des Rademacher, d'une certaine façon, paramétrise justement la différence entre l'erreur de généralisation et l'erreur de training, était dit pour toute fonction dans la classe qu'on regarde. Alors cette classe peut être de réseau de neurones, ça peut être de fonctions linéaires, comme c'est le cas pour les perceptrons. Et cette complexité, elle est définie comme ça. Elle est définie en fait en fonction de, on prend l'espérance sur les soupes, sur toutes les fonctions dans ta classe, de cette somme où on prend des variables de Rademacher, des labels qui sont aléatoires et qui sont de variables aléatoires entre -1 et 1. Alors, ça veut dire qu'on prend tes données, on prend les labels des données qui sont corrélés aux données, on les enlève, on échange pour des labels aléatoires, et avec ça, la capacité de ton réseau d'apprendre des labels aléatoires va pouvoir borner la capacité de ton réseau d'apprendre. C'est un peu ça que ces résultats te disent pour toute fonction dans ta classe. Alors, c'est très intéressant, c'est que, comme je disais, il y a des connexions entre la capacité, entre cette complexité des Rademacher et ce qu'on appelle en physique les ground states du système. Alors, les ground states, c'est la moyenne de l'énergie par rapport à la mesure de Gibbs. Alors, j'ai défini cette mesure de Gibbs. Si on prend l'énergie, cette moyenne, et on prend l'énergie minimale par rapport à cette moyenne, on va voir les ground states, et c'est lié à la capacité des Rademacher. C'est un lien qui est apparu très récemment, qui était toujours là, mais qui est apparu très récemment dans ces travaux du groupe de Jacala et Zdeborova. Et là, pour la classe du perceptron, qui ce sont les fonctions linéaires, on sait que les ground states, on peut les calculer en utilisant des méthodes de physique statistique, et ça va être une constante sur racine carrée d'alpha, où alpha, c'est les rapports entre la quantité de données et les dimensions qu'on a. Alors, là, l'intérêt de ces méthodes, c'est qu'on peut calculer exactement la constante, mais c'est aussi un résultat classique en théorie de l'apprentissage classique que la complexité de Rademacher, c'est borné par ce qu'on appelle la VC dimension, dans le cas de la classification binaire. Et pour la classe des fonctions linéaires, la VC dimension, c'est exactement proportionnel à n sur d. Alors là, on retrouve un résultat assez classique, mais disons que les méthodes de physique statistique permettent aussi de calculer les constantes, et donc de calculer les constantes sur cette generalization gap d'une classe des fonctions. Bon, là, on parlait des perceptrons, des réseaux très simples linéaires, mais bien sûr, la question naturelle, c'est qu'est-ce que ces genres de bornes donnés par la théorie classique de l'apprentissage nous donnent pour des réseaux de neurones, qui c'est ce qu'on est intéressé aujourd'hui. Alors, on a des arguments pour montrer que la complexité des Rademacher, en fait, on peut la penser comme étant proportionnelle au numéro de paramètres. Ça, c'était le cas dans les modèles linéaires, mais plus en général, on peut l'approximer, par exemple, la complexité de la classe des fonctions qu'on va utiliser pour fitter nos données, comme étant grosso modo le numéro de paramètres. Et si on prend des réseaux modernes, là, on parle beaucoup de ChatGPT-3, si on prend des cousins de GPT-3, on peut voir que les numéros de paramètres et les numéros de données qui sont utilisés pour entraîner ces réseaux sont énormes et plus spécifiquement sont du même ordre. Alors, si on accepte que la complexité de la classe c'est plus ou moins paramétrisé par le numéro de paramètres dans la classe, là on va voir tout de suite que ces genres de bornes, qu'on appelle des bornes uniformes sur toutes les fonctions de la classe, vont pas être très informatifs. Ça ne veut pas dire qu'elles sont mauvaises,
elles sont pas, ce sont des théorèmes, mais elles vont rien dire sur les gaps entre ton erreur d'apprentissage, ton erreur de training et ton erreur de généralisation. Et en fait, ça a été un expériment qui a été fait dans ces papiers qui aujourd'hui est très connu, s'appelle Understanding Deep Learning Requires Rethinking Generalization, où ils ont essayé de calculer numériquement quelle était la complexité des Rademacher pour des réseaux qui en utilisent en vrai. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est très simple. Ils ont pris des réseaux, ils ont pris des données, ils ont changé les labels pour des labels aléatoires, et ils ont vu la capacité du réseau d'apprendre des données avec des labels aléatoires. Ce qu'ils ont vu, c'est que très souvent, ces réseaux ils peuvent interpoler ces labels exactement, même si les labels sont aléatoires. C'est que ça veut dire qu'on a justement une complexité de Rademacher qui est énorme. C'est-à-dire que ces réseaux, ils sont capables d'interpoler même des données aléatoires. Ça inspire la nécessité de prendre en compte les structures des données dans la théorie qu'on veut développer pour le machine learning. Parce qu'une chose qui se borne, ne prend pas de tout en compte, c'est justement les structures de données. C'est un bound qui est très large, disons, c'est très ambitieux. Il veut borner l'erreur de généralisation en fonction juste de la complexité de la classe des fonctions qu'on va utiliser, sans regarder quelle est la distribution des données ou si les données sont structurées ou pas structurées. Bien sûr, c'est très ambitieux de vouloir dire l'erreur de généralisation, c'est ça pour n'importe quelle classe des données. Alors, bien sûr, ce que je voulais vous parler, alors, c'est comment on va inclure les structures des données dans la théorie de l'apprentissage, surtout du point de vue de la physique statistique. Et là, on revient tout de suite aussi à un travail de Gardner et Derrida, l'année après, qui s'appelle Three Unfinished Works, parce que malheureusement, Elisabeth Gardner est décédée cette année et n'a pas pu finir ses travaux. Alors ça a été publié comme des problèmes ouverts. Et voilà, là, dans ces papiers, il propose une méthode pour inclure dans les calculs la corrélation entre les labels et les données, et pouvoir les traiter avec des méthodes de physique statistique. Et cela s'appelle les Teacher-Student Framework, qui va être une idée derrière tout ce qu'on va parler dans la suite, très importante. L'idée, c'est qu'on veut avoir des labels qui corrèlent avec les données. Alors, si on prend des données d'une distribution arbitraire, comment on va générer des modèles de labels qui puisse faire la théorie avec? C'est ça un peu l'idée, parce qu'on pouvait prendre le label d'une image qui a été donnée dans un dataset, mais on ne sait pas décrire théoriquement quelle est la relation entre Y et X pour des vraies données. Alors on a besoin des modèles de données et des modèles qui prennent en compte la corrélation entre Y et X. Alors l'idée, c'est qu'on prend les données d'une distribution et conditionnellement à ces données, on va générer les labels dans une classe des fonctions qu'on choisit. Et ça va être les teachers. Alors, les teachers va être, ici, je mets une classe linéaire. Mon Y, c'est une fonction linéaire de X plus une non-linéarité, que c'est un signe. Mais bien sûr, cette idée peut être utile pour n'importe quelle fonction qu'on veut mettre ici, dx. Là, c'est juste un exemple. Du coup, on va créer des données synthétiques, x, y. Y étant donné comme cette fonction de x. Et ça va être un modèle pour les données d'apprentissage. Et ça, c'est ce qu'on va appeler les teachers. Alors, les teachers, c'est les processus qui génèrent les données. Très souvent, en statistique, on appelle ça un target function ou un modèle génératif. Dans la communauté de physique statistique, on appelle ça un teacher. Alors, bien sûr, on veut comprendre comment on peut apprendre à partir de ces données. Et ça, c'est ce qu'on va appeler les students, ou les modèles qu'on veut analyser. Et les students vont recevoir les données et va essayer d'apprendre à partir de ces données ses propres poids. Bien sûr aussi, on peut étudier n'importe quelle classe de fonctions. Ici, j'ai mis aussi des perceptrons, mais ça peut aller au-delà de ça. L'idée est très générique. Et là, on va étudier un processus d'apprentissage, par exemple, étant donné les données,
d'apprentissage, l'étudiant va apprendre à partir de ces données, par exemple en minimisant un risque empirique. Mais aussi, on peut parler d'apprentissage bayésien, on peut parler de n'importe quel processus d'apprentissage à partir de ces données synthétiques. Mais là, aujourd'hui, je vais surtout parler de empirical risk minimization, c'est ce qu'on appelle, c'est la minimisation des risques empiriques, parce que Marc Mézard va vous parler des problèmes d'inférence. Et les problèmes d'inférence bayésienne, c'est très lié à des modèles comme ça, où on apprend les poids à partir d'un processus d'inférence. Voilà. Par exemple, avec ces genres de modèles, on peut avoir des résultats qui sont très précis sur l'erreur de généralisation et l'erreur d'apprentissage. C'est ce qu'on appelle les learning curves, c'est les courbes d'apprentissage. Ici, je vous montre un exemple où mes labels ont été donnés par ces modèles-là, avec des poids aléatoires, avec des données aléatoires. Bien sûr, ça c'est un exemple. Et aussi, je compare la borne des Rademacher, que je peux calculer, comme je vous ai expliqué dans des slides précédents. Et on peut le comparer avec l'erreur optimale, parce que comme je connais la classe des fonctions qui ont généré les données, je peux calculer quelle est la fonction optimale pour apprendre ça, étant donné les données. Et je peux comparer ça à un algorithme que je prends out of the box. Je fais import, SciPy, logistic regression, et je compare sur ces données qui ont été générées par ces teachers, comment ça se compare au optimal et comment ça se compare à la borne que je vais vous parler tout à l'heure. Et là, on voit que dans ces cas spécifiques, les out of the box, régression logistique, est beaucoup plus proche du optimal que ce que donne la borne, qui est très loin de décrire exactement qu'est-ce qui se passe pour cette instance typique des données générées par ces teachers. Et là, c'est en fonction du numéro de données divisé par les dimensions, et c'est l'erreur de généralisation. Par contre, ce n'est pas toujours comme ça. En fait, les teachers que je vous ai montrés dans l'exemple précédent, il est très simple. C'est un teacher avec des poids qui sont gaussiens, alors pas très structurés. Dans ces cas, je vous montre un exemple où le poids de ton teacher, il est binaire. Et là, justement, on a un peu plus de structure sur les modèles qui ont généré les labels en fonction des données. Et là, ce qu'on voit, c'est que les logistic regression est bien pire que l'optimal. Et là, on voit aussi apparaître, on a aussi des algorithmes pour décrire l'optimal, mais je ne vais pas vous parler trop parce que je pense que Marc va couvrir cette partie-là. On voit arriver une phase hard pour des algorithmes et tout ça. C'est juste un peu un taster de probablement ce que vous allez voir dans le futur. Mais en tout cas, je voulais faire ces points qui, ces genres de modèles teacher-student nous donnent un moyen de générer des données synthétiques qu'on peut étudier analytiquement en utilisant des techniques de physique statistique et qui prend en compte une certaine structure, une certaine corrélation entre le label et les données. Il permet de caractériser l'erreur avec beaucoup de précision, pas seulement de les borner, mais de les décrire à la constante prête. Bien sûr, là on voit ces trade-offs entre les théories de bornes uniformes qui, disons, ça traite du worst case. Je demande pour toute fonction dans ma classe des fonctions. Et cette typical case qui est plus ou moins au cœur du sujet de la physique statistique, où d'un cas, on essaye de ne pas modéliser les données et avoir des bornes qui sont générales pour toutes les données, alors des bornes qui sont très puissantes, mais très ambitieuses. Ici, on se contente plutôt de décrire un processus d'apprentissage pour un processus de données fixe. Ici, on se contente à des bornes, et ici, on veut les constantes en face de l'erreur, de la complexité, etc. On voit que pour des réseaux de neurones profonds avec plusieurs paramètres, ces genres de worst case peut être trop ambitieux pour la fonction parce qu'on voit que les bornes sont souvent pas puissantes, pas spécifiques, suffisamment spécifiques pour pouvoir décrire certaines classes d'hypothèses. Mais ici, on a un problème, qui c'est un problème aussi tout à fait important, qui c'est que les résultats qu'on va voir avec ces méthodes sont spécifiques aux processus qui ont généré les données. C'est-à-dire, si vous générez un modèle trop simple de données,
peut-être les courbes que vous pouvez calculer ne sont pas descriptives de la réalité. Alors là, on a un challenge énorme qui c'est comment créer des modèles qui sont assez riches pour les données, qui peuvent décrire ce qui se passe en réalité, mais qui sont encore traitables mathématiquement. Et ça, c'est un des cœurs des problèmes dans cette approche de physique statistique en apprentissage. Et du coup, là, je reprends une image que peut-être vous avez déjà vue. C'est une image proposée par Lenka Zdeborova, une collègue et collaboratrice, qui synthétise en une image un peu ces programmes de Breimann. C'est que pour comprendre la théorie du machine learning, ce qu'on doit comprendre, c'est vraiment la relation entre les structures des données, qui serait liée à cette deuxième question de Breimann, l'architecture ou la classe d'hypothèses des modèles qu'on veut étudier, qui c'est très lié à la première question, pourquoi des réseaux overparamétrisés n'ont pas d'overfit, et l'algorithme, qui est le processus qu'on va utiliser pour entraîner cette architecture dans cette base des données. Alors, bien sûr, là, on essaye de simplifier les choses en disant, prenons une architecture simple, par exemple le perceptron, essayons de créer des modèles de plus en plus structurés et étudier un certain algorithme simple. Mais bien sûr, l'idée, c'est qu'une fois qu'on avance sur chacun de ces côtés de ces triangles, on doit prendre de plus en plus en compte des complexités et intégrer tous ces facteurs dans ce qu'on pourra appeler une théorie qui décrit l'apprentissage. Là, pour la suite, je vous ai décrit un peu l'histoire de ces idées de physique statistique, comment elles sont apparues à partir du problème de perceptron. Et bien sûr, comme je vous ai dit, c'est un champ vivant avec plusieurs chercheurs qui travaillent sur tous les aspects de ces triangles. Et ce que je vais vous raconter dans les temps qui me restent, c'est un peu des développements récents par rapport à cette première question de Breimann, c'est-à-dire pourquoi des réseaux overparamétrisés n'overfitent pas les données. Mais bien sûr, avez en tête qu'il y a des développements dans toutes ces directions, et notamment, par exemple, il y a des développements dans le côté algorithmique, SGD sur des réseaux de couches, etc., mais que je ne pourrai pas couvrir dans cet exposé aujourd'hui. OK, alors, partons à cette question. Introduisons déjà quels sont les problèmes qu'on veut comprendre. Alors, si vous avez déjà fait un cours en statistique, vous avez probablement rencontré cette notion de bias-variance trade-off. Qu'est-ce que cela dit? Cela dit que si je veux fitter des données, je dois choisir une classe d'hypothèse, une classe de fonction qui soit pas trop simple, parce que peut-être cette classe ne va pas avoir assez de complexité pour décrire, pour fitter les données. Alors, par exemple, j'ai des données très compliquées, je vais faire une régression linéaire, peut-être que la fonction n'est pas linéaire, ça ne va pas aboutir à quelque chose de performant. Alors, je ne veux pas être sur les underfitting, je dois choisir ma classe des modèles riches, assez riches. Par contre, je ne veux pas non plus être dans l'autre côté où je prends une classe trop riche, parce que dans ces cas, je vais avoir beaucoup de variance sur mon fitting et je vais overfitter les données. Alors là, je montre un exemple où on a une fonction, un target ou un teacher qui était généré comme un cosine. Et là, j'ai pris des polynômes des degrés 10 et voilà, j'ai beaucoup de variance. Alors, ça ne va pas non plus donner de la bonne généralisation. Alors, l'idée de bias-variance trade-off est de se dire, ce que je veux, c'est quelque chose au milieu de ça. Quelque chose qui n'est pas trop simple, ni trop compliqué. Et là, je vais avoir de bons apprentissages. Par contre, si on regarde des réseaux de neurones aujourd'hui, et là, je vous montre des plots qui ont été faits d'erreurs de généralisation en fonction du nombre de paramètres pour des vrais réseaux entraînés sur des vraies données. Et ce qu'on observe, c'est plutôt un phénomène qui a été appelé par Belkin les double descent, c'est-à-dire on a bien cette courbe en U où on a cette bias-variance trade-off, mais si on continue à overparamétriser nos réseaux, on voit que l'erreur continue à descendre et, plus important, descend
les minima de l'erreur, c'est un nombre de paramètres qui asymptotiquement va vers l'infini. Et ça, c'est très surprenant. Et en plus, on a cette observation que si on regarde l'erreur de training va vers 0. Et au-delà de ce point, c'est les points où on a les pics, est 0. Alors, on est en train d'interpoler des données. On a 0 erreur d'entraînement. Et quand même, l'erreur de généralisation continue à descendre si on prend des réseaux de plus en plus grands. Alors voilà, là c'est un sketch de ces plots que je vous ai montré avant, avec cette double descent, où on a les minima de l'erreur sur les côtés overparamétrisés. Alors, est-ce qu'on peut faire sens de ces phénomènes avec la philosophie de la physique statistique? Alors, la philosophie que je vous ai décrite au début, c'est-à-dire étudier des modèles simples où on peut avoir contrôle des choses et espérer que ça décrit quelque chose de la réalité. Cette notion de modéliser avec des modèles simples, c'est très, très naturel pour la physique. Est-ce qu'on peut faire sens de ces phénomènes dans ces contextes? Alors, pour les perceptrons, si on prend les perceptrons que je vous ai parlé tout à l'heure, les numéros de paramètres, c'est égal au numéro des dimensions. Alors là, on a un peu un problème parce que si on veut faire les classes des modèles de plus en plus complexes, je vais aussi faire mon space de plus en plus grand. Et bien sûr, quand on est à une grande dimension, on fait que les problèmes soient de plus en plus difficiles. Alors, on n'a pas assez de place dans ce modèle pour jouer avec l'overparamétrisation contre la dimension de l'espace. Alors, on doit aller au-delà des perceptrons pour pouvoir comprendre ces trade-offs entre la surparamétrisation et la dimension de l'espace. Alors, on va étudier un modèle aussi tout à fait simple, c'est un pas au-delà du perceptron, ça s'appelle les Random Features Model. C'est un réseau à 2 couches. Alors, je vais prendre un réseau de neurones à 2 couches, où on va voir les données ici en RD. On va avoir une couche cachée de taille P. Alors, on va voir D et P. P, c'est le numéro de unité cachée. Et on va avoir la deuxième couche qui s'appelle W2. Et l'idée ici, c'est que on va commencer par les cas simples, où on va fixer les poids de la première couche, et on va apprendre que la deuxième couche. Alors, on va apprendre avec en minimisant une fonction de coût, avec possiblement une régularisation, mais ce qui est important, c'est que là, on va faire les argmin que sur la deuxième couche. Alors ça simplifie les problèmes, parce que dans ces cas, on va avoir effectivement un problème convexe, et du coup, c'est beaucoup plus facile à étudier, mais on va pouvoir avoir la richesse de changer P par rapport à D, et voir qu'est-ce que ça donne. Alors ces modèles, c'est un modèle qui, vous pouvez penser que c'est un peu synthétique. Par contre, ces modèles ont été introduits en 2007 par Hecht et Raimi comme une approximation des méthodes de kernel. Et aussi, on peut voir ces modèles comme étant la limite de overparamétriser des réseaux de neurones, c'est qu'on appelle les limites NTK, qui probablement vous avez entendu parler, où effectivement, ce qui se passe, c'est qu'on va voir que l'entraînement de la deuxième couche. Alors, c'est un modèle bien sûr limité, ça ne va pas décrire tout ce qu'on veut. Par exemple, on est en train de ne pas considérer un algorithme, parce que comme c'est un problème convexe, n'importe quel algorithme bien choisi va converger vers les minima. Alors, on était en train d'enlever un peu la complexité du problème, mais on espère que quand même, on va garder certains aspects qui vont pouvoir dire quelque chose sur cette question de l'overparamétrisation. Alors, voilà, on va l'apprendre avec un modèle des données étant donné par un teacher. Mon teacher va être un teacher simple. Alors, je vais avoir un teacher directement sur X. X va être gaussien. Alors, c'est aussi un modèle très, très, très simple. Et je vais l'apprendre avec ces réseaux à 2 couches, mais juste à la deuxième layer. La challenge de ces problèmes, c'est que les features, alors les hidden, la représentation cachée de ces réseaux, qui dépend de sigma 1 W1X, même si X est gaussien, n'est pas gaussien. Alors, on va avoir effectivement des données structurées qui ne sont pas gaussiens, et ça, c'est un peu les challenges pour résoudre ces modèles. Quand même, on peut les résoudre en utilisant des méthodes de physique statistique.
Et quand on fait les learning curves, que je vous ai décrit tout à l'heure pour les perceptrons, pour ces modèles, c'est ça qu'on voit. Là, je suis en train de plotter les numéros de paramètres divisés par le numéro d'exemples, et la généralisation et les trainings en fonction du numéro de paramètres. Et ce qu'on voit, c'est exactement ce phénomène des doubles descentes quand on prend la régularisation vers 0, quand on ne régularise pas. Quand on régularise, on va supprimer cette pic, mais quand on a la régularisation qui tend vers 0, on va voir justement cette double descente. On va voir les pics exactement au point où l'erreur d'apprentissage tend vers 0, c'est les points d'interpolation. Et en fonction de la loss qu'on va choisir, ces points vont être différents et vont avoir une interprétation différente. Alors voilà, on a un modèle qui décrit ces phénomènes. C'est un modèle simple, c'est un modèle qui ne décrit pas tout, mais capture au moins un aspect qu'on est intéressé à étudier. Je voulais maintenant décrire un peu avec vous qu'est-ce qui se passe ici dans ces dernières minutes que j'ai dans les talks. Prenons l'exemple de la square loss à l'interpolation. Ce qu'on a, c'est que les régimes indéparamétrisés, quand P c'est plus petit que N, notre landscape des loss, c'est qu'on ne peut jamais arriver à 0 loss. On peut commencer à interpoler les données à partir du moment où on a le numéro de paramètres égal le numéro d'exemples dans les problèmes. Et là, on va trouver une solution, c'est la solution avec la norme L2 minimale. Ça, c'est une chose qu'on peut démontrer parce que dans ces problèmes, c'est assez simple. Et ce qui se passe, c'est que quand on rajoute des paramètres dans notre modèle, on va avoir de plus en plus de solutions. Alors, l'espace de solutions, l'espace d'interpoleurs va grandir. Par contre, dans cette limite, on va toujours tomber sur la solution de norme minimale qui, ici, est décrite par ces points bleus. Alors, si je transpose l'image avec la landscape, on peut voir que la landscape, c'est très simple, parce que c'est un problème convexe, elle est tout connectée. C'est différent de la landscape que Giulio vous a montré la semaine dernière. Dans les régimes qui en interpolent, on va avoir plusieurs solutions, mais dans cette limite, on va toujours trouver cette solution minimum L2 norme. Et pourquoi cette limite est intéressante? Parce que si on fait une descente des gradients sur ces problèmes-là, sans rajouter de la régularisation, c'est ça la solution qu'on va retrouver si on initialise l'algorithme avec des poids aléatoires avec une petite norme. Alors cette solution-là est une solution entre toutes les solutions qu'Interpol, c'est une solution spéciale. Si on prend une autre solution avec une norme qui est plus grande, ce qu'on va voir, c'est une erreur qui ne va pas décroître en fonction de l'overparametrization, c'est-à-dire on va overfitter. Alors il y a une solution entre toutes ces solutions qui n'a pas d'overfitting, et cette solution, c'est la solution trouvée par un algorithme de descente dans ces problèmes convexes. Alors, oui? Est-ce que vous pouvez expliquer le lien avec la régularisation? Là, ce que vous dites, c'est que quand la norme des poids est la plus faible, oui. l'erreur de généralisation est la plus faible. Elle va être décrite par cette courbe bleue, qui est cette solution-là, au-delà de l'interpolation. Je suis en train de décrire une solution, c'est la solution qui a la norme L2 la plus petite. Et pourquoi cette solution elle est importante? Parce que c'est la solution qui, si je ne régularise pas, et je fais une descente des gradients dans ces problèmes, c'est la solution qui va être trouvée par la descente des gradients si je fais une initialisation à partir des 0, par exemple. Qu'est-ce qui nous dit, qu'est-ce qui nous dit que c'est en faisant les expériences qu'on se rend compte de ça? On peut le prouver, parce que dans ces cas, c'est assez simple. Là, on a un réseau avec la première couche fixe. Dans ces cas, on peut le prouver, parce que la solution, ces solutions-là, en fait, dans ces cas avec la loss L2, c'est un problème de matrice aléatoire, et on peut tout gérer avec les matrices aléatoires. Là, je ne vous parle pas des détails, excusez-moi, parce qu'il y aura beaucoup de maths à faire, mais on peut le démontrer dans ces cas. Et les liens avec la régularisation, c'est que moi, je prends une régularisation L2 petite et je l'envoie vers 0 pour sélectionner cette solution. Mais pourquoi je sélectionne cette solution? Parce que je sais que cette solution, c'est la solution qui va être atteinte par l'algorithme que je suis intéressé quand je fais une initialisation, c'est l'initialisation que les gens utilisent pour des réseaux. C'est une initialisation aléatoire avec des petits points. Alors, dans ces cas,
c'est que je voulais vous dire, c'est qu'il n'y a pas vraiment une violation du bias variance trade-off. C'est juste qu'on a une régularisation qui est implicite, qui est donnée par l'algorithme qu'on utilise pour minimiser les problèmes. Alors, ça, c'est une notion très importante aujourd'hui parce qu'une des grosses questions en apprentissage, c'est justement de caractériser quels sont les biais implicites des algorithmes pour des modèles plus complexes. Dans ces cas, c'est un modèle très simple où on peut tout résoudre, mais cette question, elle va bien au-delà parce qu'on sait que dans les choix d'algorithmes qu'on utilise pour entraîner un réseau, on est en train de mettre un bias implicite. Et quel est cette bias? C'est la parcimonialité, c'est sélectionner une complexité étant donnée par une norme qui est petite. Ça, c'est une question ouverte dans les cas généraux. Voilà. Et on peut jouer les mêmes jeux avec la fonction logistique. Là, les choses sont un peu plus compliquées parce qu'on n'a pas des solutions explicites, alors on ne peut pas traiter ça avec des matrices aléatoires. Mais grosso modo, l'histoire, c'est la même. C'est juste que les points où on peut interpoler les données correspondent plutôt à la séparabilité des données. Alors, on va voir cette même image. Par contre, la transition de phase qui se passe quand on commence à avoir plusieurs solutions qui ont 0 erreur d'apprentissage, c'est une transition qui se passe quand les données sont séparables. Et bien sûr, la séparabilité des données dépend de la structure des données. Alors là, c'est intéressant que ça généralise un peu les travaux des Cover et Gardner avec des labels aléatoires pour des cas où les données sont un peu plus structurées et ont été aussi intéressés par des statisticiens, Praj Assour et Emmanuel Candes, qui ont aussi étudié cette transition dans des modèles là plus simples, de teacher-student, mais pas avec l'overparametrization. Et là, on peut caractériser, ce sont des courbes analytiques, qu'on peut caractériser la séparabilité des données en fonction du nombre de paramètres et la complexité des données. Voilà. Là, je pose une question, c'est une question tout à fait importante. La première question, c'est comment cette image du landscape des interpoleurs, qu'est-ce que c'est cette landscape pour des vrais réseaux? Et là, c'est une question complètement ouverte. Par exemple, Giulio vous a parlé la semaine dernière des problèmes de constraint satisfaction problems, où on arrive quand même à caractériser la landscape, où on voit cette transition, où on voit plusieurs clusters qui apparaissent. C'est une transition vitreuse, c'est une landscape vitreuse qu'on peut étudier avec les méthodes de physique statistique. Et est-ce que les vrais réseaux rassemblent plus à ça, ou par exemple à des landscapes où on a des gros lacs de solutions qui sont connectés par des fleuves? Ça, il y a beaucoup de recherches dans cette direction en ces moments. Là, je vois que j'arrive au bout de mon temps. Alors, peut-être je vais vous parler un peu d'autres questions. Une question numéro 2, c'est est-ce qu'on peut aller plus profond? Parce que là, on a considéré un réseau à 2 couches. Il y a eu du progrès récent dans cette direction pour considérer des deep random features, toujours des réseaux profonds qu'on n'entraîne que la dernière layer. Bien sûr, c'est frustrant, mais c'est quelque chose qu'on peut faire déjà. Et bien sûr, entraîner plusieurs layers, c'est, disons, la question naturelle. Et prochaine naturelle, c'est comment on peut entraîner 2 layers. Il y a eu aussi du progrès dans cette direction, notamment dans l'étude des centres des gradients stochastiques, parce que bien sûr, si on parle des réseaux où on entraîne les 2 couches, on va avoir un problème qui est non convexe, et du coup, la landscape va dépendre de l'algorithme qu'on utilise pour l'optimisation. Et du coup, il y a eu pas mal de progrès, justement liés à l'étude des chaînes de Markov, qui Stéphane vous parlait tout à l'heure, pour l'étude des réseaux à 2 couches dans ce qu'on appelle les mean-field régimes. C'est les régimes où on a la taille de la couche cachée qui tend vers l'infini. Mais aussi, notamment, il y a des résultats complémentaires qui sont dans les high-dimensional regimes, qui sont dus aux travaux des physiciens dans les années 95, notamment les travaux de David Saad et Sarah Sola. Alors, tout cela juste pour vous dire que là, je touche juste un aspect très spécifique
qui concernent cette bias-variance trade-off, mais il y a des travaux inspirés par des méthodes de physique qui aussi analysent des algorithmes de 2 couches, par exemple. Il y a eu aussi des avances dans la question d'inférence optimale, donc je pense que c'est plus proche de ce qui Marc va vous parler. Mais la question de, étant donné un réseau à 2 couches, et étant donné un modèle des données, combien j'ai besoin pour apprendre en réutilisant les données, c'est-à-dire full batch et pas juste SGD one pass, c'est encore un problème ouvert qui est tout à fait intéressant et que beaucoup de gens regardent. Alors là, on a 2 problèmes ouverts, c'est la depth et aussi entraîner les 2 couches. Alors voilà, je vois que mon temps arrive à la fin, alors je vais plutôt essayer de conclure. Là, je vous ai parlé d'un exemple bien spécifique où on peut étudier les liens entre l'overparamétrisation et l'apprentissage en utilisant des méthodes de physique statistique qui donnent des résultats très précis. Bien sûr, c'est qu'un modèle. Les généraliser dans un cas plus riche, où on prend en compte des algorithmes et des architectures complexes, c'est encore un problème ouvert. Et c'est pour ça que là, je vais dire que cet exposé couvre une petite pointe de cet iceberg qui est les méthodes de physique statistique appliquées à l'apprentissage. Avec ceci, je voulais vous remercier mes collaborateurs qui ont apparu dans les papiers que j'ai mentionnés dans cet exposé. Et si vous avez des questions, je suis content de vous répondre.